Transition au Mali. Les manœuvres de déstabilisation contre le régime n'ont pas cessé. Les observateurs attentifs de la chose politique ont constaté un regain de voix de l'opposition politique sur les chaînes internationales appelant à l'organisation immédiate d'élections au Mali. Pour ces opposants de fortune, l'élection présidentielle est une véritable panacée. Ils crient à l'assassinat de la démocratie au Mali, comme si, dans un pays en guerre, la démocratie est toute la solution. Regroupement politique et d'organisation de la société civile du Mali, vu l'achat de la transition révisée, vu le décret 2022-0335 PTRM du 6 juin 2022 fixant le délai de la transition à 2 ans, considérant les engagements pris par les autorités de la transition devant le peuple malien et la communauté internationale. Constatons que la transition, dont la durée avait été établie à 24 mois, à partir du 26 mars 2022, conformément à l'article 22 de la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022, révisant la charte de la transition et le décret susvisé, a pris fin le mardi 26 mars 2024. Rappelons que c'était la prolongation d'un délai initial d'1 an et 6 mois. En conséquence, réunis ce jour 31 mars 2024, demandons aux autorités en place, au regard du vide juridique et institutionnel ainsi provoqué, de créer les conditions d'une concertation rapide et inclusive pour la mise en place d'une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle. Utiliserons toutes les voies légales et légitimes pour le retour de notre pays à l'ordre constitutionnel normal et dans le concert des nations, gage de la stabilité politique et du développement durable. Décidons de mettre en place un comité de suivi de la présente initiative. La présente déclaration reste ouverte à tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora. Fait à Bamako, le 31 mars 2024. Ils aboient également à la mort de la liberté d'expression. Les pays coloniaux sont-ils les porte-voix de la liberté d'expression? Ont-ils été exemplaires dans ce domaine? Prenons le cas de la France. En effet, alors que ce pays n'est pas en guerre, les autorités françaises n'ont-elles pas interdit les chaînes d'obédience russes au motif qu'il y avait la guerre en Ukraine, bien que celle-ci soit à 1000 lieues de leurs frontières? Si une guerre dans un pays autre les autorise à supprimer chez eux la liberté d'expression, que faut-il en conclure? Le Mali, qui est en pleine guerre asymétrique contre le terrorisme, doit-il permettre que des nationaux fassent l'apologie du terrorisme? Soyons clairs, il ne s'agit pas pour moi de leur donner carte blanche pour tout. Cependant, la vérité nous impose de considérer qu'en l'état actuel des choses, la priorité pour les autorités maliennes doit être la conquête et la défense de l'intégrité territoriale. Et rien ne doit être au-dessus de cet objectif. Nous avons décidé de saisir la Cour constitutionnelle par une requête aux fins de constatation du vide juridique créé par l'arrivée du terme de ce décret-là qui avait fixé la durée donc, de la transition. Donc, il s'agit pour la Cour constitutionnelle de constater une évidence. L'évidence qui, comme vous venez de le dire, est que la transition est arrivée à terme le 26 mars 2024. Vous avez vu que de façon unanime, experts et citoyens lambda, partis politiques, organisations de la société civile, tout le monde s'est levé pour dire effectivement la transition a pris fin. Donc il s'agit pour la Cour de constater cette évidence-là. Et ce ne serait pas une première, parce que le 28 mai 2021, la Cour a, sur saisine d'une autorité qui n'était pas habilitée, c'est-à-dire le ministre directeur de cabinet du vice-président de la transition, la Cour a pris un arrêt le lendemain de sa saisine et pour constater la vacance de la présidence de la transition suite à la démission donc, du président d'alors de la transition. Et si un acte de démission, et qui du reste est sur contrainte, a pu amener la Cour à faire ce constat-là, et un décret est plus lourd que cet acte-là. Donc la Cour devrait, illico presto, c'est-à-dire rapidement, comme elle l'a fait dans un passé récent,
constater cette vacance-là, et ça va constituer d'ailleurs une biais de sauvetage pour les autorités en place. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont créé ce vide-là, ils ne peuvent pas en sortir. Ils n'ont qu'un moyen pour en sortir. Les Maliens étant suffisamment divisés, il faut éviter que la fracture s'installe entre les Maliens. Donc la Cour devrait, au plus tôt, donner cette porte de sortie aux autorités établies afin qu'elles puissent engager la voie, la discussion rapide pour la mise en place d'une transition, je dirais, civile et de mission, qui aura fondamentalement pour mission d'organiser l'élection présidentielle pour ramener le Mali dans le concert des nations démocratiques, et toujours sous l'égide de la communauté internationale qui se trouve saisie de la question malienne, mais l'essentiel du travail devrait être fait par les Maliens. Si on dit transition civile, c'est toutes les composantes de la nation, y compris l'armée républicaine. Il ne faut pas confondre, les gens ont eu la maladresse de confondre le cercle des putschistes à notre armée républicaine. Non, lorsqu'on parle de force vive de la nation, c'est toutes les composantes de la nation. On s'asseye rapidement. D'ailleurs, je dois dire en passant que tout esprit éclairé devrait savoir que le président de la transition, lors de son message de Nouvel An, en projetant un comité de dialogue intermalien pour 2 mois, janvier et février, ne pensait qu'à prévenir ce vide-là. Et cependant, ceux qui en ont été chargés se sont focalisés sur l'accord pour la paix. Alors, nous ne pouvons se prévaloir de sa propre turpitude. C'est les autorités en place qui nous ont conduits dans ce vide-là. Et je pense que nous, en saisissant la Cour constitutionnelle, c'est pour donner une couverture institutionnelle à la chose. Sinon, que la Cour agisse ou pas, les Maliens semblent décider à ne plus se laisser faire, et la communauté internationale devrait entendre le cri de détresse finalement des Maliens. Je l'ai évoqué précédemment, pour une guerre en Ukraine, n'ont-ils pas supprimé les comptes Facebook, X, anciennement Twitter, et autres de citoyens qui avaient des opinions opposées aux leurs? Bref, ce qui est scandaleux ici, c'est que ces prétendus opposants maliens ont tous la latitude pour planifier la déstabilisation du Mali à partir du territoire ivoirien. Alassane Ouattara, lui, aurait-il admis si c'était le contraire qui s'avérait? On le sait, tous les politiciens qui jactent aujourd'hui contre le Mali sont nourris, logés et blanchis à partir d'Abidjan, où ils roulent carrosse. Mieux, je vous révèle que tout ceci est bien coordonné. Ils tiennent même des réunions dites de stratégie avec Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, qui a mis à leur disposition un financement conséquent pour servir la cause de la déstabilisation sans que cela n'émeuve personne. Pourquoi? Est-il acceptable qu'un pays voisin en veuille tant au Mali et à ses dirigeants? Qu'est-ce qui peut expliquer cet acharnement? Seule la farouche envie de revanche et de représailles de la France peut apporter un début d'explication. En effet, chassée du Mali dans le déshonneur, la France veut redorer son blason, mais surtout n'entend pas perdre ses poules aux œufs d'or. La France, naguère puissance internationale, est ravalée au statut de puissance rabougrie sans ses ex-colonies. Dans cette vendetta, le tyran Ouattara y trouve son compte. En agissant ainsi, il se pose comme le défenseur des intérêts de la France et se positionne comme un allié du colon, capable d'endiguer la chute inévitable de l'Empire France dans la sous-région ouest-africaine. Il est d'autant plus intéressé qu'à ce rythme, la France ne pourra que lui donner carte blanche pour perpétuer la dynastie Ouattara en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont rêvé un seul instant que le despote des lagunes envisage de quitter le pouvoir se trompent lourdement. Qui vivra verra. Pour l'heure, c'est au Mali d'ouvrir les yeux. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture à un décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2024
relatives aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la défense nationale, vu la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, vu l'ordonnance numéro 36/PCG du 28 mars 1959 portant loi sur la liberté de réunion, vu le décret numéro 2021-0361/PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752/PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État, vu le décret numéro 2021-0385/PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décrète, article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Merci de votre très aimable attention. Le décret qui vient d'être lu est une mesure police, c'est une mesure d'ordre public dont le but justement est de préserver l'intérêt général. Ce n'est pas un décret qui vise un parti politique en particulier, ni une association spécifique. Donc c'est une mesure impersonnelle, motivée par un certain nombre de raisons. Je voudrais d'abord évoquer des raisons politiques, ensuite des raisons sécuritaires. Il vous souviendra que le 31 décembre 2023, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors de son adresse à la nation, a pris l'initiative d'engager tout le peuple malien autour d'un dialogue direct intermalien. Évidemment, à la suite des événements, nous le savons, le 25 janvier 2024, pour des raisons que vous connaissez, en tout cas des raisons suffisamment exposées dans le communiqué numéro 064, numéro 065 du gouvernement de transition, nos plus autorités ont décidé de mettre fin à l'accord d'Alger avec effet immédiat. L'objectif recherché à travers ce dialogue direct intermalien, dans un premier temps, c'est de tirer tous les enseignements. Je crois que le chef de l'État lui-même l'a souligné, les enseignements des difficultés que le Mali a eues dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Cet accord, malheureusement, qui contrevenait très largement aux trois principes guidant l'action publique au Mali, à savoir la souveraineté, la prise en compte de nos intérêts stratégiques et de nos choix de partenariat et la prise en compte des intérêts du peuple malien. C'est vraiment un accord qui était en déphasage total avec ces trois principes édictés par le chef de l'État. Évidemment, dans sa mise en œuvre, il y a un comité de pilotage dans lequel se retrouvent quasiment l'ensemble des forces vives de notre nation qui ont pour mission justement de mener ce dialogue jusqu'à bon port. Ce dialogue est d'autant plus important que le Mali se trouve dans une phase critique. Je ne vous apprends absolument rien du tout. Les formes de terrorisme que nous avons connues ici, bien entendu, sont des formes qui ont évolué. Dans un premier temps, c'était vraiment un terrorisme qui est mené essentiellement par des acteurs extérieurs. Ensuite, c'est un terrorisme qui s'est amalgamé avec une conflictualité communautaire. Aujourd'hui, cette conflictualité communautaire a suffisamment porté atteinte à la fois à l'unité de notre pays et à la cohésion nationale. Donc je crois que l'objectif recherché à travers ce dialogue, c'est vraiment de régler définitivement le problème de la conflictualité communautaire et subséquemment, c'est le terrorisme. Plus les terroristes sont isolés, plus, bien entendu, leur lutte et leur neutralisation devient facile pour nos forces de défense et de sécurité. Mais malheureusement, dans beaucoup de régions, ce n'est pas encore le cas. Comme je dis, il y a une forme d'amalgame entre la conflictualité communautaire et le terrorisme. Et les illustrations sont légion, nous sommes tous des témoins. Il suffit de voir un peu les camps de déplacés internes ou les camps de réfugiés
qui sont à la fois à Bamako, dans certaines régions, et bien entendu dans certains pays voisins. Au moment de mettre en œuvre ce dialogue ô combien important pour notre pays, nous avons nous-mêmes été surpris. Disons, on parle des discussions stériles, en réalité, qui n'en valaient pas du tout la peine d'exister, pour plusieurs raisons. Personnellement, je qualifierais ces discussions de paradoxe du poule et de l'œuf. On n'a pas le temps, disons, de rentrer dans ce genre de détails. Le 25 septembre 2023, par anticipation, parce que nous avons tenu, par sincérité et en gage de bonne foi, à informer l'opinion nationale et internationale qu'il serait impossible, compte tenu d'un certain nombre d'arguments qui ont été évoqués dans ce communiqué, communiqué numéro 060 du gouvernement de transition, de tenir les élections à date, et qu'il y allait avoir bien entendu un léger report. Forcément, le 26 mars, lorsqu'on entend certains acteurs évoquer des hypothèses qu'on dit qui n'ont pas lieu d'être, des hypothèses prises en charge largement à la fois par la Constitution du 22 juillet 2023, bien entendu par la charte de la transition. Toutes les dispositions sont claires et bien mentionnées, qu'on n'est pas du tout dans un vide juridique. La transition continue. Maintenant, quelles sont les raisons? Nous avons évoqué un certain nombre de raisons. Le 25 septembre, c'était des raisons techniques que nous avons évoquées. Parce qu'à ce jour, au moment bien entendu de communiquer, nous n'avons que des raisons techniques. La première raison technique, c'était le problème de la base de données RAVEC, que nous avons pu résoudre, vraiment grâce à l'engagement de certains de nos compatriotes. Ensuite, il y avait bien entendu la question de l'adoption d'un certain nombre de textes dérivés qui doivent, disons, rentrer dans le cadre de l'application de la Constitution. Et parmi ces textes dérivés, la loi électorale elle-même doit être relue. Et enfin, bien entendu, le traitement des résultats de la révision annuelle des listes électorales par l'autorité indépendante de gestion des élections. Et ça, on était le 25 septembre 2023. Évidemment, entre-temps, nous avons nous-mêmes été désagréablement surpris que des partenaires, s'il faut le dire, et lorsque vous avez un accord avec un certain nombre d'acteurs, ces acteurs sont vos partenaires. Je pense aux acteurs qui étaient signataires de l'accord pour l'appel à la réconciliation issu du processus d'Alger. Les investigations ont montré que ces acteurs ont pris un part actif, une complicité très vive auprès des groupes terroristes qui ont bien entendu entraîné un certain nombre de drames dans notre pays, notamment l'attaque contre le bateau, et bien entendu d'autres attaques terroristes contre certaines garnisons militaires à Tombouctou et dans la région de Gao. Donc forcément, bien entendu, grâce à l'engagement et à l'abnégation du chef de l'État, chef suprême des armées, et aux forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, il y a un certain nombre de localités qui ont été prises, vraiment prises par nos forces, dont le couronnement, en tout cas l'un des tournants majeurs, a été l'occupation de la base de Kidal, la région de Kidal, le 14 novembre 2023. Il vous souviendra également qu'un gage de bonne foi, le 31 décembre 2023, lorsque le chef de l'État annonçait l'initiative du dialogue intermalien, l'accord d'Alger était toujours en cours. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, la transition a des dynamiques. Donc, forcément, lorsque vous avez des dynamiques, vous êtes constamment obligé de vous adapter pour prendre en compte certaines réalités. Aujourd'hui, comme je dis, les conditions dans lesquelles cet accord a pris fin, en fait, vous le savez, je dis, c'était un accord qui était devenu un instrument géopolitique entre les mains d'un certain nombre d'États, et chose qu'on ne pouvait pas accepter, en tout cas dans le cadre des nouvelles orientations souverainistes de notre pays. Mais entre-temps, il fallait également prendre en compte cette nouvelle réalité. Je dis, lorsque vous parcourez l'accord d'Alger, ces acteurs, certains acteurs, pas tous, certains acteurs qui étaient signataires de cet accord avaient des obligations. Et l'une de leurs obligations était de sécuriser les localités dans lesquelles ils se trouvaient. Lorsque vous avez un partenaire, ce qui vous comptez pour organiser des élections, en tout cas, qui a des obligations du point de vue de l'accord, devient subitement un groupe terroriste, forcément, c'est une dimension, c'est une nouvelle donne qu'il faut prendre en compte pour l'organisation de ces scrutins. Et comme je dis, en fait, les évaluations sont en cours. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas, soyez sûr que les forces de défense et de sécurité, sous le leadership de nos plus autorités, ne ménagent aucun effort pour que l'État puisse assurer pleinement sa présence sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'était un peu l'argument politique.
Donc, comme je dis, l'argument développé par certains acteurs politiques n'ont pas lieu d'être. Je pense que ces acteurs eux-mêmes le savent pertinemment. Je vous donne vraiment un exemple c'est basique. Lorsque vous avez une séance de travail avec un partenaire qui est prévu, je donne un exemple, aujourd'hui nous sommes le mercredi, qui est prévu le jeudi ou le jeudi prochain à midi. Et qu'une semaine à l'avance, par aimabilité, par transparence, vous prévenez cet acteur que le jour J qui était prévu pour cette réunion, qu'il y aurait certainement un léger report. Et que cet acteur attend ce jour J, donc c'est le jeudi à midi, pour dire que finalement que la réunion n'aura plus lieu. Ce qui n'est pas du tout ce qui a été dit. Comme nous-mêmes, nous avons été surpris par des arguments développés. Je ne vais pas rentrer dans ces arguments. Je pense que quelque part, les réponses idoines leur ont été données par d'autres forces politiques, bien entendu d'autres experts. Pourquoi juridiquement, il n'y a pas de vide juridique institutionnel. Et 6 mois à l'avance, notre communiqué numéro 060, le communiqué du gouvernement de la transition, est suffisamment éloquent. Tous les arguments ont été développés. Les acteurs savaient très bien que les élections n'allaient pas se tenir, en tout cas en mars 2024. Et nous l'avons dit en toute transparence, compte tenu d'un certain nombre de difficultés. Ceci dit, le danger, en tout cas l'un des arguments ayant poussé nos plus hautes autorités à prendre cette mesure de suspension des activités, à la fois des partis politiques et des associations qui ont des activités politiques, s'explique essentiellement par la nécessité de maintenir un climat de sérénité. On ne peut pas mener un dialogue aussi crucial que l'est aujourd'hui le dialogue direct intermalien dans la cacophonie et dans la confusion. Je m'explique. Les partis qui développent des arguments juridiques qui ne tiennent pas du tout sur la route, et nous le savons, et forcément seront répondus par d'autres forces, et qui ont des arguments, bien entendu, qui ont des arguments légitimes, qui ont des arguments juridiques qui sont évidents. Mais ceci dit, tout cela amène quelque part une forme de polarisation de notre société. Il ne faudrait pas que la société soit polarisée autour de vraiment d'idées qui n'en valent pas la peine. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le plus important, c'est de faire l'union sacrée autour de ce dialogue national direct intermalien. D'ailleurs, c'est le seul dialogue que nous avons, c'est la seule initiative que nous avons. Il n'y a pas d'alternative. Donc on ne peut pas accepter que des forces politiques, pour une raison ou pour une autre, prennent en otage une initiative aussi salvatrice pour notre pays. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.